Nous serons à Berlin cet été, écrivait le sergent Ivan Morozov à sa femme en février 1943. Ils seraient rentrés avant le prochain anniversaire de leur fils. Il avait de bonnes raisons de l'affirmer. Après Stalingrad, l'armée rouge avançait comme une tempête. Des villes que la Wehrmacht avait mis des années à conquérir tombaient en quelques heures. L'ambiance à Moscou n'était pas différente. Staline envisageait que la guerre puisse se terminer en 1943. Ses généraux le lui promettaient. L'avancée était si incroyable que les chars soviétiques arrivèrent à quelques dizaines de kilomètres du quartier général avancé d'Hitler lui-même. Mais un général allemand, observant le déferlement de l'armée rouge, y voyait autre chose. Une erreur fatale, une ouverture, et avec elle la chance de transformer le triomphe de Staline en l'un des revers les plus stupéfiants de la guerre. Un seul obstacle se dressait sur son chemin, Hitler en personne. La victoire qui avait coûté 1 100 000 vies soviétiques était vieille de 48 heures à peine. Mais pour le dictateur soviétique, elle appartenait déjà au passé. Ce qui comptait, c'était la suite. À Moscou, Staline et la Stavka élaborèrent des plans qui auraient semblé relever de la pure fantaisie quelques semaines auparavant. L'opération Gallo n'avait pas pour but de simplement repousser les Allemands. Elle visait à anéantir entièrement le groupe d'armées sud. Les objectifs étaient époustouflants. Libérer tout le Donbass, de Koursk à la mer d'Azov, piéger des centaines de milliers de soldats allemands et potentiellement mettre fin à la guerre en 1943. Le général Nikolaï Vatoutine dirigerait le coup principal. Son front sud-ouest, 325 000 hommes, 500 chars, percerait les lignes allemandes pendant que l'ennemi était encore sous le choc. Le timing semblait parfait. La Wehrmacht était en plein chaos. La deuxième armée hongroise avait été oblitérée. La 8e armée italienne fuyait à travers les blizzards, laissant des cadavres gelés comme un chemin de miettes de pain. Des unités allemandes qui avaient terrorisé l'Europe n'étaient plus que des formations squelettiques, de simples ombres de leurs anciennes divisions. À l'aube du 29 janvier, Vatoutine frappa. L'armée de la première garde du général de corps d'armée Kharitonov déferla sur la rivière Donets gelée. La 19e division blindée, autrefois fierté de la Wehrmacht, se brisa au contact. En quelques heures, Krasny Liman était en flammes. Kremina tomba. Des corps allemands jonchèrent la neige, leur sang gelant avant même de pouvoir s'imbiber dans la terre. À Moscou, Staline suivait les rapports avec une satisfaction croissante. Chaque ville conquise, chaque unité allemande détruite confirmait ce qu'il croyait. Les fascistes étaient finis. Quand les commandants de terrain mettaient en garde contre des lignes de ravitaillement dangereusement étirées, contre les pénuries de carburant, contre les distances immenses, leurs inquiétudes étaient balayées. La victoire avait sa propre dynamique, et Staline exigeait que ses généraux poussent plus fort, plus vite, plus profondément en territoire tenu par les Allemands. À 600 km de là, le maréchal Erich von Manstein étudiait les mêmes rapports avec un regard différent. Là où Staline voyait l'effondrement allemand, Manstein voyait la surextension soviétique. L'architecte de la conquête de la France calculait déjà comment transformer l'ambition soviétique en catastrophe. En février, l'avancée soviétique était une avalanche imparable. Le 4e corps blindé de la garde du général Pavel Poluboyarov jaillit des lignes soviétiques, créant la pénétration la plus profonde des lignes allemandes depuis le Blitzkrieg de la Wehrmacht en 1941. En une seule journée, les blindés soviétiques parcoururent l'impossible, 85 km, laissant des unités allemandes abasourdies dans leur sillage. C'était le propre manuel de la Wehrmacht utilisé contre elle. À midi, Krasnoarmeïskoïe était tombé. La voie ferrée vitale Dnipropetrovsk-Mariupol, l'artère qui alimentait les forces allemandes à travers tout le front sud, était coupée. Les tankistes de Poluboyarov n'en croyaient pas leur chance. Ils trouvèrent des dépôts de ravitaillement intacts de la Wehrmacht, abandonnés dans la retraite précipitée. Des T-34 soviétiques faisaient la queue au dépôt de carburant allemand comme des voitures dans une station-service en temps de paix. Leurs équipages riaient en remplissant leurs réservoirs avec l'essence d'Hitler. L'élan était grisant. Les éléments de tête du groupe Popov filaient vers Zaporijia. Certaines unités de reconnaissance poussèrent si loin vers l'ouest qu'elles arrivèrent à 60 km du quartier général avancé d'Hitler. Les soviétiques n'en avaient aucune idée, mais Hitler était là. La panique allemande était palpable. Des messages radiofrénétiques signalaient des chars soviétiques apparaissant partout, semblant se matérialiser depuis la steppe gelée. Des unités de la Wehrmacht qui avaient
tenu bon depuis 1941 se dissolvait tout simplement. Dans l'euphorie, les équipages de chars soviétiques griffonnaient des lettres hâtives. Les fascistes fuient comme des lapins, nous serons à Berlin cet été. Les généraux soviétiques, étudiant leurs cartes, voyaient le triomphe total à portée de main. Le groupe d'armée sud semblait se désintégrer. Mais le général de corps d'armée Markian Popov, commandant le groupe mobile qui portait son nom, voyait des choses que d'autres ne remarquaient pas. Ces chars avaient du carburant pour exactement un ravitaillement de plus. Les colonnes de ravitaillement, s'étirant sur des centaines de kilomètres de territoire contesté, se faisaient décimer par des traînards allemands. L'infanterie censée consolider les gains peinait encore dans la neige, 100 km en arrière. Quand Popov transmit ses préoccupations par radio à Vatoutine, la réponse était prévisible. Les ordres de Staline étaient explicites, pas d'arrêt, pas de consolidation, avancer à tout prix. Tandis que les tankistes épuisés de Popov poursuivaient, les communications allemandes crépitèrent d'un nouvel ordre. La 5e division SS Viking de Felix Steiner fut chargée de contenir le groupe blindé Popov. Les vétérans SS, fraîchement revenus de leur retraite du Caucase, commencèrent à prendre des positions de blocage. Mais contenir n'était pas ce que Manstein avait en tête. Il planifiait quelque chose de bien plus ambitieux. Au quartier général avancé d'Hitler à Zaporijia, le maréchal Erich von Manstein faisait face à un objet inamovible, le refus absolu du Führer de permettre tout repli. Le 19 février 1943, pendant 2 heures, il s'était disputé sur des cartes montrant la catastrophe. Manstein plaidait pour une défense mobile, échangeant de l'espace pour surétendre les soviétiques avant de contre-attaquer. Hitler exigeait que chaque position soit tenue jusqu'au dernier homme. L'impasse fut rompue quand un officier SS au visage blême fit irruption dans la pièce avec une nouvelle choquante. Des chars soviétiques avaient été repérés à moins de 60 km de Zaporijia. Aucune force allemande ne se tenait entre l'armée rouge, qui avançait, et le quartier général d'Hitler. Pour peut-être la première fois depuis Napoléon à Maloyaroslavets, un commandant suprême risquait d'être capturé par des ennemis en progression. La proximité du danger accomplit ce que les arguments de Manstein n'avaient pu faire. Hitler approuva brusquement le plan du maréchal pour une défense élastique et fut immédiatement évacué. Alors que son avion décollait de Zaporijia, Manstein transformait déjà ce qui semblait être une catastrophe en opportunité. Ce que les commandants soviétiques voyaient comme une panique allemande était en réalité un repositionnement méthodique. Tandis que les fers de lance de l'armée rouge poussaient vers l'ouest, enivrés par leur succès, les unités allemandes se glissaient autour de leurs flancs. Krasnoarmeïskoye, si triomphalement capturé par le 4e corps blindé de la garde de Poluboyarov, était sur le point de devenir un piège. La division SS Viking frappa depuis l'ouest, tandis que la 7e division blindée pivotait depuis l'est. Les chasseurs étaient devenus les proies. Les colonnes de ravitaillement soviétiques, déjà en difficulté à travers des centaines de kilomètres de territoire contesté, se trouvèrent complètement coupées. Les artères vitales alimentant l'avancée de Poluboyarov devinrent des autoroutes de véhicules en flammes et de cadavres gelés. À l'intérieur de Krasnoarmeïskoye, les combats tournèrent au carnage. Un opérateur radio soviétique désespéré transmit un message qui révélerait l'impact psychologique de l'assaut SS. Avons été attaqués par 5 divisions blindées SS. Ne pouvons tenir qu'avec difficulté. Assistance requise d'urgence. Vive Staline. La réalité face à une seule division SS affaiblie montrait avec quelle efficacité les vétérans de la Viking créaient une illusion de force écrasante. Maison par maison, cave par cave, la bataille dégénéra en enfer gelé. Poluboyarov vit sa force magnifique se désintégrer. De 180 chars au début de l'offensive, il ne commandait plus que 12 véhicules opérationnels. Les réservoirs de carburant étaient à sec. Les munitions étaient épuisées. Selon les mémoires de Manstein, ses forces étaient surpassées en nombre de 8 contre 1, mais elles étaient concentrées tandis que les soviétiques étaient éparpillés sur des distances impossibles. Les lignes de ravitaillement allemandes s'étaient contractées tandis que les soviétiques s'étaient rompues. Le courage ne signifiait rien face à des machines qui refusaient de fonctionner. Quand les commandants de terrain demandèrent la permission de se retirer, la réponse de Staline scella leur destin. Non seulement la retraite était interdite, mais des unités fraîches furent ordonnées d'avancer vers un désastre évident. Le dictateur soviétique, enivré par le triomphe de Stalingrad,
ne pouvait voir que Manstein avait transformé l'opération Gallo d'une percée en un piège. Du sud, les 7e, 11e et 17e divisions blindées, renforcées par la SS Viking, s'abattirent sur les flancs soviétiques. De l'ouest, la 4e armée blindée et le 2e corps blindé SS complétèrent l'encerclement. Les mâchoires se refermèrent sur les forces soviétiques surétendues avec une finalité écrasante. Le groupe Popov cessa d'exister en 48 heures. La force mobile qui avait semblé imparable s'évapora tout simplement sous le feu allemand concentré. Les chars restants de Poluboyarov, à court de carburant et de munitions, furent abandonnés là où ils s'arrêtèrent. Leurs équipages firent face à un choix impossible, se rendre ou fuir à pied dans un froid de moins 30 degrés. La plupart choisirent de fuir. Peu y parvinrent. La catastrophe se propagea. La 6e armée du général Kharitonov, qui avait avancé triomphalement pendant 3 semaines, se désintégra en 2 jours. Le 25e corps blindé, étiré sur 100 km de steppe, fut démantelé pièce par pièce, des unités isolées détruites une à une comme des perles coupées d'un fil. La première armée de la garde perdait hommes et équipements en masse alors qu'elle tentait désespérément d'établir des positions défensives déjà contournées. Les tragédies individuelles défiaient toute compréhension. Des équipages de chars qui avaient écrit des lettres de victoire chez eux titubaient maintenant dans les congères, leurs machines brûlant derrière eux. Dans un cas documenté près de Pavlograd, de la cavalerie soviétique chargea des panzers allemands sabres au clair, scène d'un autre siècle, se terminant en massacre inévitable. Les chiffres racontaient l'histoire. Plus de 100 000 pertes soviétiques, des centaines de chars détruits ou abandonnés, des corps entiers qui cessèrent simplement d'exister. Des pertes en équipement qui prendraient des mois à remplacer, jonchèrent la steppe gelée. Pour les Allemands, le moral monta en flèche alors que les unités reconquéraient tout le terrain perdu depuis janvier. Des soldats qui avaient reculé pendant des semaines se rappelèrent soudain ce que signifiait la victoire. La scène était prête pour le prochain acte de Manstein, la reconquête de Kharkov en mars, le dernier triomphe majeur de la Wehrmacht. Mais même Manstein connaissait la vérité. C'était du génie tactique au service d'une futilité stratégique. L'Allemagne manquait de ressources pour exploiter de telles victoires. L'opération Gallo avait donné à Manstein exactement ce dont il avait besoin. Pas la victoire finale, mais du temps acheté avec du sang soviétique. Gallo accomplit précisément l'inverse de son intention. Au lieu de détruire le groupe d'armées sud, elle le revitalisa. L'offensive ratée donna à Manstein tout ce dont il avait besoin pour la 3e bataille de Kharkov. L'ironie était vertigineuse. Les forces soviétiques étaient arrivées à 60 km de capturer Hitler et potentiellement mettre fin à la guerre en 1943. Au lieu de cela, leur surextension accorda au Troisième Reich une année de vie supplémentaire. Sans l'échec catastrophique de Gallo, les historiens soutiennent que Berlin aurait pu tomber en 1944. Staline tira sa leçon. À Koursk, cet été-là, l'armée rouge se battrait différemment, employant une stratégie défensive patiente, laissant les Allemands s'épuiser contre des positions préparées. Plus jamais les forces soviétiques ne plongeraient si profondément sans sécuriser leurs flancs d'abord. Manstein leur avait bien appris.